Comment investir en bourse selon ses convictions sur la planète, selon ses convictions religieuses ou d'autres convictions? Parce que c'est un sujet crucial pour beaucoup, mais malheureusement pas assez abordé. Pourquoi? Parce qu'il touche à quelque chose de très personnel. Nos valeurs, nos croyances, notre religion, notre éthique, notre vision du monde. Bref, ces éléments sont sensibles et ça peut même être gênant. Et qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible d'investir selon ses valeurs, quelles qu'elles soient, chrétiennes, musulmanes, écologistes, véganes, anti-armes, pro-innovation, bref, peu importe, on peut désormais investir selon ses convictions profondes. Et donc, si tu as déjà ressenti ce malaise ou si tu penses que l'investissement, ce n'est pas pour toi à cause de ces principes, alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle va vraiment te changer la vision que tu as de l'argent et de l'investissement. Partie 1, la réalité. Quand tu investis, tu finances le monde. Quand on parle d'investissement, on pense souvent uniquement à l'argent. Acheter une action, regarder si elle monte et encaisser une plus-value. Mais il y a une réalité beaucoup plus profonde derrière ça. Quand on investit, on finance le monde. On achète une action et ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton dans une application. C'est aussi devenir, même à très petite échelle, propriétaire d'une entreprise. Notre argent participe à un financement d'une entreprise, à sa valorisation, à sa capacité à se développer. Autrement dit, notre épargne n'est jamais neutre. Elle soutient toujours quelque chose. Si on investit dans une entreprise pétrolière, notre capital accompagne le développement de nouveaux projets énergétiques basés sur les énergies fossiles. Si on investit dans une grande entreprise d'armement, notre argent contribue indirectement à une industrie militaire. Si on investit dans certaines multinationales de la fast fashion, on soutient un modèle économique basé sur la production massive de vêtements à très bas coût avec des conséquences sociales et environnementales importantes. Et la plupart du temps, les investisseurs ne s'en rendent même pas compte. Pourquoi ? Parce que tout est très abstrait. Aujourd'hui, on investit depuis son téléphone, en quelques secondes, on voit un nom, un graphique, un pourcentage, mais on oublie qu'il y a derrière une vraie entreprise avec une activité réelle, des produits, des décisions et un impact sur le monde. Et pour illustrer ça, je vais prendre un exemple très simple. Il y a beaucoup de personnes qui investissent dans des ETF mondiaux, comme ceux qui suivent l'indice MSCI World. C'est un excellent outil de diversification, mais il faut comprendre ce que ça signifie concrètement. On investit dans plus de 1500 entreprises dans le monde. Parmi elles, il peut y avoir des géants de la tech, des banques, des groupes industriels, des entreprises pétrolières, des fabricants d'armes, des entreprises de tabac ou encore des acteurs de la mode rapide. Et si on n'y fait pas attention, on peut se retrouver à financer des secteurs qui vont complètement à l'encontre de nos convictions personnelles. Il y a certaines personnes qui découvrent par exemple qu'elles détiennent indirectement des entreprises de tabac alors qu'elles sont profondément opposées à cette industrie. Il y en a d'autres qui réalisent qu'une partie de leur portefeuille est exposée à des entreprises d'armement ou à des sociétés très critiquées pour leur impact environnemental. Encore une fois, le but ici, c'est pas de dire que ces secteurs sont bons ou mauvais, c'est pas le sujet. Le point important pour moi, c'est de comprendre une chose fondamentale. Investir, c'est un acte économique, mais aussi un acte de soutien. Chaque euro que l'on investit contribue à orienter les capitaux vers certaines entreprises plutôt que d'autres. Et quand on commence à voir les choses sous cet angle, l'investissement change complètement de dimension. Ce n'est plus seulement une question de rendement ou de performance, c'est aussi une question de cohérence. Est-ce que mon argent soutient un monde qui correspond à ce en quoi je crois ? Partie 2. Pourquoi beaucoup refusent d'investir? Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup de personnes refusent tout simplement d'investir. Pour certaines personnes, investir donne l'impression de participer à un système économique qu'elles ne cautionnent pas totalement. Elles ont l'impression que pour gagner de l'argent sur les marchés financiers, il faut forcément fermer les yeux sur certaines réalités. Des entreprises controversées, des pratiques discutables ou des secteurs qui ne correspondent pas du tout à leurs valeurs. Et c'est cette impression qui crée un blocage très puissant. On entend souvent des phrases comme « la bourse n'est pas pour moi » ou bien « je ne veux pas gagner d'argent sur le dos de certaines industries » ou encore « investir, c'est soutenir des choses auxquelles je ne crois pas ». Parce que derrière ces phrases, il y a en réalité une idée reçue très répandue, celle que pour investir, il faudrait forcément renoncer à ses valeurs. Comme si l'investissement était un jeu purement financier, dans lequel la seule règle serait de maximiser le profit, peu importe l'activité des entreprises dans lesquelles on investit. Et si cette vision était vraie, il serait parfaitement compréhensible que certaines personnes refusent d'y participer. Le problème, c'est que cette idée pousse beaucoup de personnes à prendre une décision qui peut leur coûter très cher sur le long terme. Rester totalement en dehors de l'investissement. Par principe, elles laissent leur argent dormir sur un compte courant ou sur des livrets très peu rémunérés, parfois pendant des décennies. Et pendant ce temps-là, l'inflation grignote lentement leur pouvoir d'achat et elles passent à côté de l'un des outils les plus puissants pour construire un patrimoine. Et c'est là que le paradoxe apparaît. En voulant rester fidèles à leurs valeurs, certaines personnes se privent involontairement de leur indépendance future financière. Alors que la réalité est beaucoup plus nuancée. Aujourd'hui, il existe des milliers d'entreprises, de fonds et de stratégies différentes. Et parmi elles, il est tout à fait possible de trouver des solutions qui respectent certaines convictions ethniques, religieuses, environnementales ou sociales. Mais tant que cette possibilité n'est pas connue, beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont que deux choix. Investir et renoncer à leurs valeurs ou rester totalement à l'écart.
Partie 3, la bonne nouvelle, investir selon ses valeurs est possible. La bonne nouvelle, du coup, c'est que ce dilemme entre investir et respecter ses convictions n'est pas une fatalité. On peut tout à fait investir en restant fidèle à ses valeurs. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une idée récente ou marginale. L'investissement responsable existe depuis plusieurs décennies. Dès les années 70, certains investisseurs ont commencé à exclure volontairement des secteurs comme le tabac, l'alcool ou l'armement de leur portefeuille. L'idée était simple, si mon argent soutient des entreprises, alors je veux choisir lesquelles. Et depuis, ces approches se sont énormément développées. Aujourd'hui, il existe des milliers de fonds et de stratégies d'investissement qui prennent en compte des critères éthiques, environnementaux, sociaux ou religieux. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'existe pas une seule définition universelle de l'investissement responsable. Parce que les valeurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Certaines personnes veulent éviter les entreprises liées aux énergies fossiles pour des raisons environnementales. D'autres préfèrent exclure l'armement ou le tabac pour des raisons éthiques. D'autres encore souhaitent investir selon des principes religieux spécifiques, comme la finance islamique par exemple. Et c'est justement là que réside l'idée centrale. Chacun peut définir ses propres critères. Investir selon ses valeurs, ce n'est pas suivre une règle imposée par quelqu'un d'autre. C'est d'abord prendre un moment pour se poser une question très simple. Qu'est-ce que je veux soutenir avec mon argent? Et qu'est-ce que je préfère éviter? Et à partir de là, il devient possible de construire une vraie stratégie d'investissement qui reste cohérente avec ses convictions, tout en continuant à faire travailler son épargne sur le long terme. Partie 4, les solutions concrètes pour les investisseurs. Donc la première approche consiste simplement à exclure certains secteurs. C'est souvent la méthode la plus intuitive et la plus directe pour beaucoup de personnes. On décide, je refuse que mon argent aille dans tel ou tel domaine. Et donc, c'est tout. Par exemple, si on est opposé à l'industrie du tabac, on veut zéro exposition à Philip Morris ou British American Tobacco. Si on refuse l'armement, on exclut Lockheed Martin, Thales ou Dassault. Et en pratique, aujourd'hui, en 2026, c'est hyper accessible grâce aux ETF avec exclusion intégrée. On a par exemple l'Amundi MSCI World SRI Climate Paris Align. Et pour simplifier les choses, je mets le code ISIN à l'écran. Donc cet ETF, ça part du MSCI World classique, mais il retire systématiquement les entreprises impliquées dans le charbon thermique, les armes controversées, donc comme les bombes à fragmentation ou les mines antipersonnelles, et aussi les violations graves des droits humains, et applique aussi un alignement sur les objectifs de Paris pour réduire l'empreinte carbone globale. Autre exemple concret, l'Amundi 440 ESG. Et pareil, je mets le code ISIN à l'écran pour simplifier les choses. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent rester sur la France, et on exclut tabac, armes, charbon, et on sélectionne les meilleures notes ESG dans le 440. Donc on garde LVMH, Schneider ou Sanofi, mais sans les acteurs les plus problématiques. Bref, avec ces ETF, on construit un portefeuille mondial ou européen sans ces secteurs et on garde une diversification solide. Deuxième approche, ça consiste à privilégier les entreprises considérées comme plus responsables. En gros, c'est l'investissement ESG en mode best in class. On ne supprime pas forcément un secteur entier, mais on garde seulement les leaders responsables dans chaque industrie. Concrètement, une entreprise comme Schneider Electric, donc dans la transition énergétique, ou L'Oréal, avec des meilleures pratiques sociales et réduction des emballages plastiques, sera surpondéré, tandis qu'un concurrent polluant ou avec de mauvais scores sociaux sera sous-pondéré ou exclu. Par exemple, on a l'Amundi MSCI World ESG Leaders ou le iShares MSCI World ESG Screened. Pareil, je mets les deux codes ISIN à l'écran. Donc ces deux ETF appliquent des filtres ESG stricts et sélectionnent les meilleures notes dans chaque secteur. On garde de la tech, de la santé, de la consommation, mais version top performers ESG. On a aussi le BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe qui prend les 100 entreprises européennes avec le bilan carbone le plus bas par secteur aligné avec les accords de Paris. Ces ETF permettent de rester exposés à l'économie réelle tout en favorisant les entreprises qui progressent vraiment. Et la troisième approche est encore plus proactive. L'investissement impact. Là, l'argent ne se contente pas d'éviter le mal, il finance activement des solutions positives. Par exemple, le iShares Global Clean Energy ETF, qui est basé sur le S&P Global Clean Energy. On investit dans First Solar, des panneaux solaires, Vestas éoliennes, mais aussi par exemple Enphase Energy, des onduleurs solaires. Bref, c'est du pur renouvelable. On a aussi Invesco Solar ETF, ultra spécialisé sur le solaire, avec des acteurs comme First Solar, Enphase ou Solar Edge. Pour l'économie circulaire, on a des ETF comme ceux thématiques sur le recyclage ou la gestion des déchets. La quatrième approche très importante pour beaucoup, c'est l'investissement compatible avec des principes religieux. Pour la finance islamique, c'est très structuré. Exclusion stricte de l'alcool, tabac, jeux d'argent, pornographie, armes et critères financiers, endettement limité. Par exemple, comme ETF, on va voir l'Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Market, qui suit un indice Dow Jones Islamic qui exclut les secteurs haram et applique les ratios financiers de la charia sur le Dow Jones. Au niveau du MSCI World, on a aussi le iShares MSCI World Islamic U6 ETF. En gros, c'est la version islamique du MSCI World qui est filtrée par un board charia, qui sont accessibles via certains courtiers. Maintenant, pour d'autres traditions, par exemple les chrétiens évangéliques ou catholiques, il y a certains investisseurs qui utilisent des ETF ISR avec exclusion armes, tabac, alcool. Et même maintenant, on voit l'apparition de nouveaux indices pour les chrétiens, mais c'est encore moins standardisé en ETF et il y en a vraiment très peu. Donc bref, on a vu ces 4 approches et ce que je trouve puissant en 2026, c'est que tout ça n'est pas une niche. Le marché ISR, ESG, Impact pèse des dizaines de milliers de milliards mondialement.
Et pareil pour les ETF religieux. Et les grands noms comme Amundi, BlackRock, BNP, Invesco ont multiplié les produits dessus. Donc on peut mixer ces approches dans un PEA, une assurance vie ou un compte titre pour vraiment investir selon ses valeurs et ses convictions. Parce qu'au final, investir selon ses valeurs, c'est plus un sacrifice, c'est une façon intelligente et alignée de faire fructifier notre argent tout en soutenant le monde qu'on veut voir émerger. Partie 5, attention au piège, tout ce qui est responsable ne l'est pas toujours vraiment. Parce que oui, il y a un point très important à comprendre quand on parle d'investissement responsable. Tout ce qui est présenté comme responsable ne l'est pas forcément. Parce que depuis quelques années, la finance durable est devenue extrêmement populaire. Et les investisseurs veulent donner du sens à leur argent, les institutions veulent afficher des engagements environnementaux et les entreprises veulent montrer qu'elles font des efforts. Le problème, c'est que cette tendance a aussi créé un phénomène très répandu, le greenwashing. Le greenwashing, c'est quand une entreprise, un fonds ou une institution se présente comme écologique ou responsable, alors que la réalité est beaucoup plus nuancée. Dans la finance, cela peut prendre une forme très simple. Un fonds qui met en avant des mots comme durable, responsable ou ESG dans son nom, mais qui continue à investir dans des entreprises très controversées. Par exemple, certains fonds dits responsables peuvent encore contenir des grandes compagnies pétrolières, des banques fortement exposées aux énergies fossiles ou des entreprises dont l'impact environnemental est très critiqué. Et du coup, pourquoi c'est possible? Parce que les fameux critères ESG ont aussi leurs limites. Ces critères reposent sur des systèmes de notation. Des agences spécialisées analysent les entreprises et leur attribuent des scores en fonction de nombreux indicateurs, émissions de CO2, gouvernance, politique sociale, transparence, etc. Mais ces notations ne sont pas parfaites. D'abord parce que les méthodologies varient énormément d'une agence à une autre. Une même entreprise peut être très bien notée par une agence et beaucoup moins bien par une autre. Ensuite, parce que certains scores ESG évaluent surtout la gestion des risques pour l'entreprise et pas forcément son impact réel sur la société ou sur l'environnement. Autrement dit, une entreprise très polluante peut parfois obtenir un bon score ESG simplement parce qu'elle gère bien ses risques ou qu'elle communique efficacement sur ses politiques internes. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de ne pas se contenter d'un label ou d'un nom de fonds. Quand on veut investir selon ses valeurs, la meilleure chose à faire, c'est souvent d'aller regarder ce qu'il y a vraiment dans le portefeuille. Qu'est-ce qu'on a vraiment dans cet ETF? C'est quoi les entreprises qui le composent? Quels secteurs sont représentés? Quelles sont les plus grosses positions? Et aujourd'hui, ces informations sont publiques et très faciles à consulter. En quelques minutes, on peut voir si un fonds est réellement cohérent avec nos convictions ou s'il s'agit simplement d'un habillage marketing. Parce qu'au final, ce qui compte n'est pas le nom du produit financier. Ce qui compte, ce sont les entreprises que notre argent finance réellement. Partie 6. Comment construire un portefeuille aligné avec nos valeurs? Maintenant qu'on a compris les différentes approches et les pièges à éviter, la question la plus importante devient comment construire concrètement un portefeuille aligné avec nos valeurs. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas forcément compliqué. Il suffit de suivre une démarche logique, étape par étape. Donc pour moi, la première étape, en gros, c'est de définir clairement nos convictions personnelles. Et c'est souvent l'étape que les personnes sautent, alors que c'est la plus importante. Bref, pour moi, il faut juste se poser cette question. Qu'est-ce que je veux soutenir avec mon argent? Et qu'est-ce que je refuse de financer? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but, c'est vraiment d'être cohérent avec nous-mêmes. Deuxième étape, identifier les secteurs qu'on veut éviter. Une fois que nos convictions sont claires, on peut les traduire en décisions concrètes. Et pour moi, cette étape est vraiment essentielle parce qu'elle permet de poser un cadre clair. Sans ça, on risque d'investir par défaut dans des produits qui ne correspondent pas à ce qu'on veut vraiment. Troisième étape, choisir des ETF ou des entreprises compatibles. Et c'est là que ça devient plus concret. Si on investit dans des ETF, on va commencer par chercher des versions par exemple ESG, SRI ou thématiques. Et aujourd'hui, on peut très facilement trouver des ETF qui excluent certains secteurs ou sélectionnent les entreprises les mieux notées sur des critères environnementaux et sociaux. Mais surtout, comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas s'arrêter au nom. Il faut prendre quelques minutes pour vérifier le contenu. On peut aller sur le site de l'émetteur de l'ETF ou sur des plateformes comme Just ETF. On regarde les principales positions, les secteurs, les entreprises les plus importantes dans le fonds. Par exemple, si on voit qu'un ETF qui est dit responsable contient encore des entreprises qu'on veut éviter, alors c'est pas probablement un bon choix. Et si on investit en direct dans des actions, la logique c'est la même, il faut comprendre ce que fait les entreprises et quelles sont les parties prenantes de cette entreprise. Et aujourd'hui, toute cette information est accessible en quelques recherches. Et pour moi, la dernière étape, c'est de construire le portefeuille. L'objectif, c'est pas de trouver un placement parfait, mais c'est de créer un ensemble qui a du sens dans sa globalité. On peut par exemple avoir une base avec un ETF mondial filtré, ensuite compléter avec un ETF thématique, énergie renouvelable, santé, etc. ou ajouter quelques entreprises en lesquelles on croit vraiment. Mais attention à un point clé, on ne sacrifie pas totalement la diversification. Même en investissant selon nos valeurs, on doit garder une logique d'investissement saine. Donc diversification, long terme et régularité. Parce qu'au final, un bon portefeuille aligné avec nos valeurs, c'est un portefeuille où on est capable de se dire « je comprends où va mon argent et je suis en accord avec ça ». Et ça, c'est l'un des plus grands niveaux de sérénité qu'un investisseur peut attendre. Partie 7. Peut-on rester performant en investissant selon ses valeurs? Et ça, c'est une question qui revient presque systématiquement quand on parle d'investissement. Est-ce que je vais perdre en performance? Et c'est une inquiétude qui est totalement légitime. Parce que pendant longtemps, on a entendu une idée très simple. Pour maximiser ses performances, il faudrait investir partout, sans se poser de questions. Et dès qu'on commence à filtrer, à exclure ou à sélectionner selon des critères éthiques,
on réduit forcément ses performances. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. D'abord parce que beaucoup d'études ont montré que les stratégies d'investissement responsables, notamment celles basées sur des critères ESG, ont des performances comparables aux indices classiques sur le long terme. Et dans certains cas, elles font même mieux. Pourquoi? Parce que les entreprises bien gérées sur le plan environnemental, social et de gouvernance sont aussi mieux structurées, moins risquées et plus résilientes. Par exemple, une entreprise qui anticipe les réglementations environnementales, qui gère bien ses ressources et qui évite les scandales sociaux ou juridiques aura généralement moins de risques majeurs à long terme. Et en bourse, réduire les risques extrêmes, c'est souvent améliorer la performance globale. Ensuite, il faut aussi déconstruire une idée reçue très répandue. Investir selon ses valeurs ne veut pas dire investir dans moins d'opportunités. Aujourd'hui, les marchés financiers sont immenses et même en excluant certains secteurs, il reste des centaines voire des milliers d'entreprises dans lesquelles on peut investir. On peut très bien construire un portefeuille diversifié, mondial, exposé à la croissance économique, tout en respectant certains critères. Par exemple, retirer le tabac ou certaines entreprises très polluantes, ça ne va pas nous empêcher d'investir dans la tech, la santé, l'industrie, les services ou encore les énergies de demain. Et enfin, il y a un point souvent sous-estimé, la cohérence personnelle qui améliore aussi la discipline. Un investisseur qui comprend vraiment ce qu'il détient, qui est aligné avec ses choix, va être souvent plus serein dans les périodes de volatilité. Il sera moins tenté de vendre dans la panique, moins influencé par le court terme. Et sur le long terme, cette stabilité comportementale fait une énorme différence. Parce que la performance en bourse ne dépend pas uniquement des actifs que l'on choisit. Elle dépend aussi de notre capacité à rester investi dans la durée. Et au final, opposer valeur et performance, c'est une fausse opposition pour moi. C'est pas un choix entre être rentable ou être aligné. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de faire les deux. Donc la vraie question pour moi, c'est pas est-ce que je dois sacrifier mes performances pour mes valeurs, mais plutôt comment construire un portefeuille performant qui respecte ce qui est important pour moi. Donc, si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Investir, ce n'est pas seulement chercher de la performance. C'est aussi choisir ce que l'on finance. Notre argent n'est jamais neutre. Il soutient des entreprises, des secteurs, des modèles économiques. Et aujourd'hui, on a la possibilité de reprendre le contrôle là-dessus. Investir selon ses valeurs, ce n'est pas une contrainte. C'est au contraire une manière de donner beaucoup plus de sens à ce que l'on fait. Et pour moi, c'est extrêmement puissant parce qu'un investisseur qui comprend où va son argent, qui est aligné avec ses choix, sera toujours plus serein, plus impliqué et surtout plus régulier dans le temps. Et dans l'investissement, c'est exactement ce qui fait la différence de vraiment comprendre. Et c'est pas de trouver le placement parfait, mais c'est plutôt de réussir à rester investi sur le long terme. Et maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et apprendre concrètement comment investir en bourse, étape par étape, construire un portefeuille solide et comprendre les bases essentielles, j'ai réalisé une formation 100% gratuite pour vous aider à démarrer. Ça va vous donner toutes les clés pour investir de manière simple, intelligente et sur le long terme. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et pareil, si vous souhaitez aller plus loin et que vous voulez accéder à ma liste des meilleurs ETF et actions, je vous mets les liens en description et je vous invite à y accéder. Bref, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me dire vos retours en commentaire. Je les lirai tous et je répondrai à tout le monde. Donc bref, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.